Bonjour à tous, bienvenue à la Forge pour cette dernière après-midi au DevQuest. Moi c'est Anthony, je serai votre hôte jusqu'à la fin de la journée, tant pis pour vous. Et on va commencer tout de suite avec Quarkus. Alors, moi je ne connaissais pas, je ne fais pas de Java, donc Ah c'est bah ça va normal. pas ça. Alors qui de mieux que Emmanuel, qui est le cofondateur de Quarkus, si je ne dis pas de bêtises, qui bosse chez Red Hat et Ouais, qui participe beaucoup au Libre, pour nous présenter Quarkus. Donc je te laisse la voilà. parole Emmanuel et Bah, à merci tout de beaucoup. suite. Merci. Attendez, je vais démarrer mon petit truc pour pas me perdre. Donc, bah, merci, merci à vous d'être là. J'espère que vous n'avez pas trop mangé, que vous allez pouvoir m'écouter avec toute votre attention et pas occupé à votre ventre. Donc oui, je suis Emmanuel et je travaille chez Red Hat, cofondé Quarkus comme on disait. Et puis là, je m'occupe plutôt de survoler, de coordonner la partie technique du middleware chez Red Hat. Voilà. Et là, il y a le nom de Clément parce qu'on l'a fait ensemble hier au Paris Jug. Donc voilà, vous avez une version améliorée. Et on va parler de Quarkus, qui est arrivé il y a 7 ans avec l'idée de repenser Java Entreprise pour le cloud natif. Et pour comprendre ça, il faut reprendre un petit peu l'histoire de Java. Et donc Java, ben, ça démarre en 96. Je ne sais pas qui était né en 96. Ok, bon, ça va, il y a encore pas mal de gens qui sont nés. Je ne suis pas si vieux que ça. En tout cas, ça a été fait pour des machines, en l'occurrence des machines Sun, mais des machines plutôt grosses, dont on déployait un processus dessus qui devait consommer tout le CPU, toute la mémoire et toute la RAM pour être le plus efficace possible. D'accord ? Ça, c'est l'univers dans lequel Java et la JVM est né et puis a grandi et a évolué. D'accord ? Et puis, assez vite, l'écosystème d'entreprise s'est intéressé à Java. Et du coup, il y a des specs qui sont arrivés, du support RMI, du support Corba, etc. Et tout ça, c'est devenu J2E, qui est devenu Java E, qui est devenu Jakarta E après. Mais on voit une enterprisisation de Java, d'accord ? Autre chose qui arrive au même moment, l'open source arrive, Spring, Hibernate, tout ça, ça démarre en 2001-2002. Et donc Java continue d'innover finalement, non seulement dans la VM, mais aussi dans son écosystème. Et puis après, il y a un petit truc qui passe un peu sous les radars au début qui s'appelle LXC qui est né, qui va exploser quand Docker le rendra beaucoup plus accessible au commun des mortels. Il y a nos amis Netflix qui se disent, nous on veut faire des microservices, c'est le futur, et donc qui inventent une stack, Istrix, etc., etc. Et donc là, il y a le shift microservice qui arrive. Java continue d'évoluer. On avait déjà eu les annotations qui ont fait une grosse évolution de développement au niveau de l'expérience développeur. Les lambda arrivent un peu après pour continuer cette évolution. Spring Boot arrive aussi dans les années 2014, un petit peu après toute la partie Netflix. Et Java il continue d'évoluer. Il fait les threads virtuels dont on parlera un peu après dans la présentation, l'API vecteur qui n'est pas final mais qui sera final, qui est déjà pas mal stable, notamment dans la version Java 25. Et pourtant, Java est mort depuis 25 ans au moins. 25 ans, tous les 3-4 ans, Java est mort, Java est mort, Java est mort. Et du coup, pourquoi est-ce que les gens se disent que Java est trop gros, pas adapté aux univers dans lesquels on est, et pourquoi on a dû faire un shift? Il s'est passé quelque chose justement en 2008, entre 2008 et 2012. Ce qui s'est passé, c'est deux choses. Il y a le shift vers le cloud. Donc, on commence à voir un peu les coûts à la ressource, d'accord, qui arrivent. Et il y a la notion de container, d'accord. Donc, avant, on avait une grosse machine sur laquelle on déployait un process Java qui consommait toute la mémoire possible et qui déployait par exemple un serveur d'application sur lequel on mettait plusieurs applications. Et donc là, on optimisait les choses pour être le plus rapide possible. Et ce n'était pas grave si on consommait un peu trop, si on était un peu lent à démarrer, etc., etc. Et là, on chiffre complètement dans le cloud, en container, où on a une application, un container. Et donc là, chaque application démarre. Et donc, ce qui était une optimisation en 96 devient un frein entre 2008 et 2012. D'accord ? Et donc, c'est dans cet univers-là que Quarkus arrive. Et donc, en 2018-2019, quand on dit j'ai des applications Java, je vais les mettre dans le cloud, ça fait un peu ça. C'est possible, mais ce n'est pas hyper naturel, un lion dans une brouette. Et ça peut être dangereux, on ne sait pas la personne qui a pris la photo si elle est encore vivante.
plus sérieusement, donc là, on en est à Quarkus 3. Donc Quarkus a eu ses évolutions et va continuer à évoluer. Mais on va voir justement quels ont été les grands principes qui nous ont amenés à repenser Java dans le cloud pour les entreprises. D'accord ? Donc Java, c'est quoi ? Quarkus, c'est quoi ? C'est une stack applicative. Donc vous développez des applications, notamment Cloud Native, microservices, voire des lambda, des applications, des fonctions, la notion de serverless. Mais il a continué à évoluer, à rajouter des typologies d'applications, y compris jusque ce qu'on appelle AI Infuse, c'est les applications qui utilisent des LLM et qui interagissent avec les LLM. Aujourd'hui, on dirait plutôt agentic, mais voilà, c'est un peu une notion de terminologie. Et le point clé de Quarkus, c'était de penser, OK, Cloud Native, ça veut dire quoi? C'était quoi les problèmes et les freins qu'on voyait dans Java? La consommation mémoire qui était trop grosse, le temps de démarrage qui était trop lent, une consommation CPU au démarrage qui était très forte, c'est la compilation. Et donc, optimiser ça. Mémoire basse, démarrage rapide et être efficace en termes de ressources puisqu'on paye à la ressource. Tout en bénéficiant de l'écosystème Java, Hibernate, Camel, toutes les bonnes librairies que vous utilisez au jour le jour. Et puis, la partie entreprise, c'est-à-dire qu'une fois que l'appli est développée, il faut la mettre en prod, et puis il y a des choses qui ne se passent pas bien, et donc il faut être capable de voir ce qui ne se passe pas bien. Donc l'observabilité, de réagir à ce qui ne se passe pas bien, d'être résilient, et la sécurité, un sujet qui n'a pas arrêté de grandir dans l'histoire de ma carrière. Et donc là, on a Quarkus, qui est démarré pour faire des applications Cloud Native, donc 12 Factor, du CRUD, et puis petit à petit, on se met à rajouter des choses, les messaging pour faire de l'event-driven architecture, des applications d'intégration, des lignes de commande, des opérateurs Kubernetes, etc., jusqu'aux fameuses AI Infused applications. Et là, on se dit, Quarkus, qui était bon dans les microservices, est-ce qu'il reste bon quand il essaie de faire tout ? Il se trouve que oui, parce qu'il y a, de manière un peu incidentale, les principes fondateurs qu'on a eus dans Quarkus et qu'on garde encore aujourd'hui permettent au framework de s'adapter aux applications. Et c'est ce dont on va discuter. Donc, le premier principe, c'est l'expérience développeur et notamment réduire la friction dans l'expérience développeur. On appelle ça le développeur joy chez nous. C'est quoi l'expérience développeur ? Là, il y a plein de définitions, mais celle-là, elle est intéressante parce qu'elle donne les impacts. C'est-à-dire qu'on veut réduire le temps, le frottement entre une idée, en gros, et son implémentation. Mais aussi sa valeur en production. D'accord ? Et donc ça, c'est deux points intéressants dans l'expérience développeur. Qu'est-ce que fait Quarkus dans cet univers-là ? Eh bien, déjà, il travaille à réduire les boucles de rétroaction entre vous qui voulez faire quelque chose et le fait que ça soit codé, testé, implémenté. D'accord ? Donc, on a un mode qui s'appelle le dev mode, qui vous démarrez Quarkus et après, vous n'éteignez pas du tout de la journée et vous travaillez à modifier, à rajouter du code dans vos applications et il est immédiatement visible, comme vous feriez avec du Python ou du PHP, mais sauf que là, c'est en Java. Donc, vous n'avez pas à vous dire, tiens, je vais aller exécuter mon build pour redéployer l'application. Non, ça n'existe pas, en tout cas en mode dev. Ensuite, votre application, elle parle à une base de données, à du Kafka, etc. Donc à des services. Et ces services-là, en mode dev, si vous ne les configurez pas, on les configure et on les déploie pour vous dans les containers, ce qui fait que vous n'avez pas à vous soucier de la configuration et des choses comme ça. Tout ça est configuré dans votre ordinateur, enfin, sur là où vous codez. Le test en continu, c'est important, c'est-à-dire que vous allez rajouter des fonctionnalités, mais peut-être que ça va casser des choses. Et donc, en fait, on analyse le code que vous avez changé, on regarde les tests qui vont être impactés et on rejoue ces tests-là, mais au fil de l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous qui allez exécuter à la main les tests, ils vont être exécutés au fil de l'eau. Et puis finalement, une Dev UI qui est une approche visuelle pour vous voir et interagir avec votre application en tant que développeur. Et vous allez voir qu'en termes de discoverability, c'est hyper intéressant. Il y a toute la partie packaging et déploiement qui parle de la prod, notamment être plus rapide au démarrage des classes Java, là c'est la notion de fast jar, mais aussi de construire les containers qui vont bien configurés comme il faut, de déployer dans Kubernetes avec des outils sans que vous ayez à réimplémenter une approche différente. Et puis le troisième point, c'est que vous avez des compétences, donc vous connaissez certains frameworks populaires, Jackson, Hibernate, etc., etc. Et donc ces API populaires, elles sont supportées dans Quarkus.
On a aussi rajouté des API là où on trouvait qu'il y avait trop de friction de développement. On parlera de panache, notamment pour la persistance. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais nous, on trouve que pour un grand nombre d'applications, c'est plus rapide à développer. Mutiny qui permet de standardiser les interfaces non bloquantes, les interfaces réactives. Et puis, ben, il y a beaucoup de gens qui font du Spring, donc qui ont ces compétences-là. Donc, on a un mode de compatibilité avec Spring. Donc, vous pouvez utiliser, je ferai la démo d'ailleurs, des annotations Spring pour développer vos applications Quarkus. Donc, ça, c'est le premier, principe, d'accord, réduire la friction de l'expérience développeur. Le deuxième principe, c'est de construire les choses le plus tôt possible, le shift left. Donc, et on fait ça notamment au build time. Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment ça marche un framework Java aujourd'hui. Un framework Java, papa, comment ça marche? Eh bien, vous allez compiler vos classes, donc vos points Java vont se transformer en points classes, ça c'est le compilateur qui le fait. Vous allez faire un point jar, d'accord? Donc vous zippez tout ça, ça fait un point jar. Et après, votre application, assez tôt, va démarrer le framework, va demander à lancer la configuration du framework. Et ce qui va se passer, c'est que des classes vont être chargées, de la configuration va être chargée, XML, YAML, .properties, ce que vous voulez. Vous allez scanner des annotations. Si ce n'est pas très bien fait, ben vous allez charger les classes pour scanner les annotations, faire de la réflexion, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Le framework va construire un modèle interne pour être le plus efficace possible au moment où il exécute les choses. Et on a des frameworks extrêmement efficaces dans l'univers Java qui sont optimisés pour le throughput, etc. Mais il faut construire un modèle d'optimisation là-dessus. Et une fois qu'on a fait tout ça, le framework, il dit, bah, je suis prêt à répondre aux besoins, donc je vais ouvrir une socket, je vais me connecter à la base de données, etc. etc. Et donc, toute la partie rouge, là, à part la dernière partie, bah, on le refait à chaque fois qu'on redémarre l'application, mais ça coûte... c'est pas nécessaire, parce qu'en fait, une application, quand on la relance, bah, tout ça, c'est un peu commun. Et donc, c'est ce que fait Quarkus. Au lieu de faire tout ça au moment du runtime à chaque fois, on va déplacer les choses et faire beaucoup de ces choses-là au build time. Et donc, Quarkus est très rapide à démarrer. Ce n'est pas qu'on est magicien, c'est qu'on a utilisé un hack à déplacer pas mal de choses pour que ça soit fait qu'une seule fois. Et donc, on démarre beaucoup plus rapidement puisque le main, en fait, on fait du bytecode pour écrire cette chose-là. Littéralement, il va dire démarre la socket, prends le modèle que j'avais sérialisé et utilise-le et hop, tu es parti et le framework est exécuté. L'autre chose intéressante, c'est que ça consomme moins de mémoire. Et ça, c'est plus surprenant. Mais en fait, il y a beaucoup de classes qui sont chargées pour la configuration, qui ne sont pas forcément déchargées. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont chargées par la JVM et qui ne sont pas déchargées, que vous n'avez même pas à charger dans Quarkus, parce qu'on a déjà fait tout ce travail au moment du build. Petit exemple, donc là, c'est trois types d'applications. Une application REST qui appelle Postgres via Hibernate, une application de streaming, de streaming au sens data streaming, donc qui interagit avec Kafka, et une application, une function as a service, en l'occurrence, c'est une lambda qui appelle Dynamo. Et là, on regarde déjà leur temps de démarrage. Donc, on voit le temps de démarrage complet, hein, de 0 jusqu'à je suis prêt à exécuter une requête. Ce n'est pas genre de 0 à j'ai dit que je suis prêt, mais en fait, je charge plein de choses en lazy et en fait, je ne suis pas vraiment prêt à répondre aux informations. Donc là, on parle de 0,8, 0,6, 1 seconde. On est autour de ce modèle-là. Quand on regarde une application Java équivalente dans des frameworks un peu plus legacy, on va dire, on parle plutôt de 4, 5, 6 secondes, des choses comme ça. L'autre côté, c'est la mémoire. Donc la mémoire, nous, en Java, on a tendance à oublier que la mémoire, c'est beaucoup de choses et on pense que les objets Java, donc le heap, le fameux heap. Mais la mémoire du processus Java, elle contient aussi beaucoup de choses autour de dans la mémoire dite native du système d'exploitation. Et donc, on utilise le RSS, le Resident Set Size, pour mesurer ça. C'est une approche plutôt correcte. Et là, on voit des consommations entre 150 et 200 MB, ce qui est plutôt pas mal. Quand on regarde, là encore, les frameworks un peu plus legacy, on est à du 400, 500, voire plus là-dessus. Donc, on gagne. On gagne en densité d'applications qu'on peut déployer et en consommation CPU, beaucoup moins de consommation CPU. On peut aller encore plus loin en disant, je ne vais pas utiliser une JVM, je vais prendre le Java, mais je vais tout le compiler au moment du build, ce qui fait que je vais avoir un exécutable natif comme Go le fait, comme C le fait, etc. Donc ça se fait avec un projet qui s'appelle GraalVM, qui est fait beaucoup par Oracle Lab, et puis Red Hat contribue
aussi pas mal les choses à aider à l'ouvrir. Et là, les temps de démarrage, ils sont énormément différents parce qu'en fait, on a fait toute la compilation avant, donc tout le JIT et l'interprétation qu'il y a dans les premières phases de Java, elle n'existe plus. Donc là, les temps de démarrage, on parle du dixième de seconde, d'accord? Voire du centième de seconde. La consommation mémoire est aussi beaucoup plus faible parce que, pareil, toutes les métadonnées dont le JIT, la compilation à la volée, a besoin, on n'en a pas besoin. Donc, on économise beaucoup de consommation mémoire. Il y a des inconvénients, puisque on n'est pas capable de réoptimiser le code à la volée, puisqu'on n'a plus de compilateur. On a un garbage collector qui est le garbage collector serial, qui marche bien, mais qui n'est pas forcément le meilleur possible. On a des très très bons garbage collectors dans la JVM, donc là on est un petit peu en retrait. Donc voilà, il y a des trade-offs à avoir, mais quand on a ces besoins de mémoire et de temps de démarrage, c'est vraiment top. Ah oui, et il y a beaucoup de frameworks maintenant qui offrent une solution en compilation native. Quarkus vraiment prend ça très à cœur, c'est-à-dire qu'il va regarder, comme il connaît toute la configuration de votre application, il est capable de dire ce morceau de code, on n'a pas besoin, on va l'exclure. Donc il va compiler moins de classes, donc être plus rapide et consommer moins de mémoire. D'accord ? Pour être vraiment efficace dans la compilation native, il faut vraiment faire le travail jusqu'au bout et pas tricher dans les coins et se retrouver avec des applications natives qui sont extrêmement grosses. Donc ça, c'était quoi ? Premier, deuxième principe. Donc, Developer Joy le premier, Build Time le second. Le troisième, c'est que le cœur est réactif. Donc, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de leak atomique, mais ça veut dire qu'il est très rapide et consomme moins de ressources à équivalence. Qu'est-ce que c'est le cœur réactif? C'est que nous, on va utiliser des API IO-Uring, ePOL, ce genre de choses, pour être extrêmement efficace et consommer le moins de ressources possible au niveau de la machine, pour que vous utilisiez le plus de ressources possible dans votre application. D'accord? Donc, on va consommer peu de threads, donc il n'y a aucun thread qui va être dédié à un certain nombre de choses. On a juste des threads communs qu'on va utiliser, et on ne va jamais bloquer en dessous. Et au-dessus, ce qu'on expose, qui est votre application, c'est trois modèles, trois approches possibles. Vous pouvez aller en approche classique, qui est le fameux worker thread, c'est-à-dire j'ai une requête, j'ai un thread associé, je fais toute la requête, je réponds et le thread est libre pour faire une deuxième requête. Donc ça, c'est ce que vous avez utilisé depuis tout petit. En vrai, ça marche plutôt bien jusqu'à une certaine limite, mais tant que vous êtes à, mettons, 15 000, 20 000 transactions par seconde par cœur, normalement, sur Quarkus, ça va plutôt bien se passer. D'accord ? Donc, par défaut, partez comme ça. L'approche de développement est impérative, qui est plus simple à comprendre, etc., etc. Vous avez les threads virtuels qui sont intéressants parce qu'ils détachent la notion de thread dans la JVM de la notion de thread au niveau système d'exploitation. Donc, la surcharge d'un thread qu'on a dans le système d'exploitation, peut-être 1 méga par thread ou des ressources diverses et variées. Là, les threads sont virtuels. Et la JVM va faire le boulot de prendre un thread virtuel, enfin, dans la queue des threads virtuels, d'en prendre un et de l'associer à un thread physique pour qu'il exécute des choses. Et dès qu'il y a une API bloquante ou qu'il attend quelque chose, il va détacher ce thread virtuel, le remettre dans la queue et prendre un autre thread virtuel et l'exécuter. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir virtuellement beaucoup plus de threads sans avoir forcément à les consommer. Il y a des petits inconvénients. Donc, si vous partez vers ça, je vous recommande fortement d'aller utiliser les dernières versions de Java, voire la 25 qui n'est pas vraiment encore sortie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment de pinning, des choses où justement ils ne sont pas capables de détacher le thread virtuel du thread physique, qui sont problématiques. Donc, ne rentrez pas dans les threads virtuels en vous disant c'est tout magique, tout va bien se passer. Il y a quand même du travail à faire. Et les IO threads, c'est l'approche réactive pure qui, elle, dit moi, je ne peux pas me permettre de faire du context switching entre threads. Je veux vraiment avoir une exécution très forte. C'est ce qu'on appelle le mechanical sympathy, qui associe votre façon d'exécuter à la façon dont la machine marche le mieux. D'accord ? Et donc là, vous n'êtes jamais bloquant dans les threads, donc vous devez faire attention à ça. Mais par contre, vous avez les librairies qui vont avoir des appels non bloquants pour parler à votre base de données, pour parler à votre Kafka, etc. etc. Donc vous avez le choix dans l'application et Quarkus fait le boulot pour vous en dessous dans le cœur.
Et l'avantage d'avoir un cœur réactif, même si on fait un worker thread, c'est que nous, notre expérience, c'est qu'on voit quand même 30% de gain en termes de performance. Donc c'est positif. Alors le graphe, il est un peu bizarre à lire, mais plus on est à droite, plus on peut faire de requêtes par seconde à une consommation énergétique donnée. Donc dans une approche où on essaie d'optimiser les consommations énergétiques, là, Quarkus est vraiment bien placé. Là, on parle d'une consommation pic où on essaie d'utiliser le plus possible la machine. Si vous avez des moments où vous consommez beaucoup et puis des moments où il ne se passe rien, peut-être que pour le coup, le Quarkus natif sera plus intéressant que le Quarkus en mode JVM. Donc là, ça dépend vraiment de votre application et de son comportement en termes de charge. Mais en tout cas, on voit des gains très forts. Et c'est non seulement Quarkus, mais aussi toutes les librairies qui ont été optimisées en termes de performance et de consommation énergétique sur toute la stack. Donc c'est un travail de très longue haleine. 1, 2, 3. Quatrième principe, être prêt pour la prod, être prêt pour les moments qu'on n'avait pas prévus, mais qui en fait arrivent quand même. D'accord ? Et donc pour faire ça, c'est qu'au moment du dev, on va essayer de simplifier le travail ou systématiser le travail pour que le développeur puisse être prêt pour la prod. Donc la première étape, c'est d'être résilient. Il y a les fameux circuit breakers que vous pouvez avoir quand vous appelez des services distants HTTP, enfin REST. Mais c'est aussi le cas dans Kafka, par exemple. Vous avez un message qui ne passe pas, vous le mettez dans le dead letter queue. Et ben, Quarkus, si vous le voulez, va essayer de le réexécuter 5 minutes après ou 10 minutes après pour essayer de le faire passer. Donc il est beaucoup plus résilient là-dessus. Comme on bloque pas, le cœur ne bloque pas par défaut, eh bien, on consomme moins de ressources, ce qui fait que le moment où le système va casser va être plus loin. Donc moins de chances de tomber dessus. Et puis, il y a beaucoup de choses autour d'essayer de tomber de manière gracieuse ou de ne pas tomber, donc notamment le load shading qui est là à détecter un peu la latence et si elle se met à augmenter pour les réponses que l'on donne. Et s'il se met à augmenter, ça veut dire que peut-être le système est un peu trop chargé et du coup, on va refuser des requêtes très tôt en leur disant non, en fait, je ne vais pas te répondre. Parce que je vais bien répondre à toutes celles que je suis en train d'exécuter, je ne vais pas te répondre. Et donc là, on utilise un algorithme qui s'appelle, qui est dans la famille des Vegas algorithms. Ça veut dire qu'en gros, on rajoute un peu d'aléatoire en disant, il y a une requête sur X qu'on va enlever jusqu'à ce qu'on redescende à une latence acceptable, par exemple. La sécurité, c'est important et c'est plein de domaines, en fait, la sécurité. Donc évidemment, le chiffrement de vos réseaux, le chiffrement de vos secrets, les processus d'authentification, même les derniers standards du genre passwordless. Et puis on a une équipe qui est, pour le coup, c'est un des rares trucs qui est fermé dans Quarkus, où il y a une équipe de sécurité, des gens de Red Hat et d'autres, qui sont là à recevoir les bulletins, les propositions de sécurité des chercheurs et de voir s'il y a un vrai problème et de le corriger comme il faut. Designer pour la production, j'en ai parlé. En fait, configurer proprement les containers, c'est un métier. S'intégrer bien, c'est un métier. Du coup, le framework fait ça pour vous. Et l'observabilité, évidemment, Health Tracing Metrics. Mais ce qui est important, c'est que toute la stack est comme ça. Chaque composant Quarkus, chaque module que nous, on appelle des extensions, a ses health checks, son tracing et son metrics, ce qui fait que quand vous utilisez quelque chose, il est déjà observable out of the box et vous avez juste à rajouter les observabilités de votre modèle métier que vous voulez rajouter. Ça va? C'est quoi les 4 principes? Ah, j'en vois qui lève la tête. Mince, qu'est-ce qui se passe? Donc, Developer Joy, Reactive Core, Build Time et prêt pour la prod. Bon, j'ai beaucoup parlé, donc on va coder un petit peu. Donc, pour coder en Quarkus, on va sur code.quarkus.io. On décide un peu de ce qu'on veut faire. Donc là, par exemple, je vais faire une application REST Service. Et puis, on peut sélectionner les extensions, donc qui sont des modules. Bon, je vais aller un peu plus vite. Du coup, je vais aller directement dans mon IDE. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Ce qu'on va faire, c'est on va écrire une application qui va stocker les scores qu'on donne au film. Donc moi, j'aime bien tel film et pas tel autre. Donc étoile de 1 à 5. Donc ça, dans une base de données Postgres classique. On va aussi pousser ça dans Kafka, parce qu'il y a une deuxième application qui va lire ces infos, aller appeler un service qui s'appelle The Movie Database pour enrichir les informations qu'on a sur le film et les afficher dans une UI qui utilise le Server Sent Event. D'accord ? Puis, si on a le temps, on rajoutera un petit peu
d'interaction avec les LLM pour faire des recommandations. OK, allez, on va sur le code. Donc, bon, là, j'ai choisi Maven, mais Gradle marche aussi bien. Et ce qu'on a, c'est que les dépendances, le messaging Kafka, le Jackson, REST, etc. etc. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le terminal et puis on va démarrer Quarkus justement en mode dev, puisqu'on est au début de notre phase de développement. Quarkus, OK, donc Quarkus démarre. Et il y a un truc qu'on va voir ici, c'est qu'il démarre des containers ici. Donc là, il a détecté que j'utilisais Postgre et Kafka, donc il démarre les containers Postgre et Kafka pour moi, comme ça je suis prêt à coder. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que du coup, justement, il y a une interface, la Dev UI, qui est là pour vous aider à interagir avec Quarkus. Donc là, on voit justement les fameux Dev Services. Donc on voit qu'il a détecté Kafka et qu'il me l'a configuré. On voit qu'il a détecté Postgre et qu'il me l'a configuré. Donc j'ai accès à ça. Et puis on voit toutes les extensions que j'utilise et il y a un certain nombre d'interactions que je vais pouvoir faire avec. L'autre chose que je peux faire, c'est démarrer les tests en continu. Donc j'aurais pu faire ça de la ligne de commande, enfin de la console, mais là je le démarre là et ça ne démarre pas bien puisque j'ai un problème. Donc quand je regarde ici, je vois exactement le test qui a planté. Bon là il n'y en a qu'un parce qu'on a triché, mais vous auriez les tests qui ont planté. Et du coup, je clique dessus et je tombe directement sur mon IDE et il me dit, OK, c'est ce test-là, on attend un HTTP 200, mais on ne l'a pas. Ça parle du movie, c'est le movie controller. OK, je vais aller dans le movie controller et effectivement, il n'est pas codé, donc ça n'a pas bien marché. Donc on va le coder. Donc pour ceux qui sont familiers avec Spring, vous reconnaissez REST controller, puis on va continuer avec ces annotations-là. Le run on virtual thread, c'est une annotation qui permet à Quarkus de regarder les extensions que vous utilisez, de vérifier qu'elles sont compatibles avec les virtual threads. Donc on a fait une partie du boulot pour vous pour être bien sûr que ça fonctionne, les threads virtuels. Alors, on va écrire le endpoint de notre ami d'accès au film. Donc là, c'est Movies. On va faire la liste des films, justement. Et puis, on va coder ça, tout simplement. Donc là, j'ai déjà l'entité, en fait. Donc, on va aller dessus. C'est une entité un peu spéciale. On va utiliser ce qu'on appelle l'Active Record. Donc, c'est une entité JPA, en l'occurrence, sauf qu'on étend Panache Entity, qui définit déjà l'ID, la version. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il fait pour nous. Puis surtout, il rajoute des méthodes de CRUD et surtout de la partie lecture, donc find by ID, find by requête, delete by ID, ce genre de choses. Du coup, ça simplifie les applications simples. Mais en tout cas, fondamentalement, moi, je veux un titre et un rating, et c'est exactement ce que j'ai. Donc, dans le contrôleur, je vais pouvoir faire, dans le contrôleur, monsieur qui utilise Vim et qui se dit que, en fait, il a un petit peu oublié les raccourcis. OK. Donc là, j'ai un list all qui est ma fonction qui me permet de ramener tous les films. OK, donc j'ai fait ça. Il va falloir poster. Il va falloir rajouter des films. Donc pareil, je vais utiliser le même endpoint. Alors là, pour le coup, ça va être, on va décider de le faire en transactionnel. Et puis, movie. Donc évidemment, là, c'est des objets Java, mais ils vont être récupérés de JSON, convertis pour vous, sérialisés, désérialisés. Et du coup, là, tiens, je vais loguer parce que c'est un peu pratique d'avoir l'info. Store movie. Dollar, il est où le dollar? Je me rappelle même plus mon propre clavier, là. Je suis un peu fatigué. Non, c'est pas dollar, c'est quoi? Pourcentage, hein? Faut m'aider là, sinon je vais couler, hein. Les titres. Allez hop. Et ensuite, on va faire movie et on va le sauver, on va le persister. Et puis on va le retourner. On va le retourner puisque du coup il aura l'ID après ça. Puis la dernière chose, il va falloir le supprimer. Donc pareil, pour ceux qui sont familiers avec les annotations de Spring, on va faire movies/id. On va être transactionnel aussi. On va prendre son ID. Et vous voyez, l'ID
ici et l'ID ici, ben, il le reconnaît, donc il n'y a pas besoin d'annotation pour dire qu'il faut les mapper. Et puis là, je vais faire movie.deleteById avec l'identifiant, et puis voilà. Et donc là, normalement, ça marche. Donc là, je n'ai pas relancé les tests, d'accord? Je suis juste revenu sur la console et ici, c'est bon, maintenant les tests passent. D'accord? Donc il a détecté que le movie controller impactait le movie controller test et il a réexécuté ce test-là. OK, eh ben, je pense qu'on a assez développé, on est bien pour déployer en prod. Donc on va faire ça, on va faire... alors vous pouvez utiliser les commandes Maven, hein, juste là j'utilise la ligne de commande Quarkus, parce que je la trouve un peu plus intuitive. Donc là, je vais builder, je ne vais pas relancer les tests qu'on a déjà lancés. Je vais démarrer mon infrastructure, puisque maintenant on est peut-être en CI ou en pré-prod, donc je vais faire un start infra qui va me démarrer le Postgres et la base de données Kafka. Et puis ben, maintenant, je suis prêt à faire tourner mon application Quarkus. Donc je lui donne 128 MB de RAM, d'accord? Je la démarre. Qu'est-ce qui se passe? Elle est prête? Ok, allez. Il y a un truc qui ne se passe pas bien là. Alors, on va faire un truc, souvent c'est le réseau. Ou pas. Un truc bizarre. Ah bah non, il marchait en fait, c'est moi. C'est rigolo, c'est juste que je ne vois pas le temps de démarrage. Et je suis... Ah, 0,7 secondes, ok, on a vu 0,7 secondes. Ouais, quand elle marche et qu'on croit qu'elle ne marche pas, on ne peut pas tout corriger hein, avec les frameworks, il y a un moment, il y a l'humain dans la boucle. Qu'est-ce que c'est fait? J'ai ajouté, oui, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien de mémoire ça a consommé. Donc, on va... Donc RSS, c'est un petit truc qui affiche justement la consommation totale de votre procès Java. Donc là, je suis à 313 mégas en l'occurrence dessus, mais on a déjà chargé des films, etc. On n'a pas eu de garbage collector. On va faire la même chose, mais en compilation native. Donc là, j'ai déjà compilé parce que ça prend 1 minute ou un truc comme ça. Même consommation mémoire. Donc on le voit démarrer. On voit que là, il a démarré. Alors du coup, je ne le vois pas, mais vous voyez où est-ce qu'il a démarré en... Ah voilà, 0,1 seconde, ça peut peut-être même être un peu plus rapide. Voilà, 0,07. C'est les mêmes logs, vous allez voir, je vais rajouter les... non, pas ça. Je vais rajouter les films. C'est littéralement la même application, donc on va voir les mêmes logs. Et si je fais le RSS, donc cette fois c'est du code natif, c'est une application native, donc elle a le nom Movie, et on voit que la consommation c'est 83. Donc on voit les gains là-dessus. Là encore, il y a du... il y a des trade-offs, d'accord, mais c'est intéressant en termes de performance. OK, alors on va retourner au code. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir faire la deuxième partie, la deuxième application, d'accord? Donc, quand je rajoute un film, ce que je veux faire, c'est publier dans Kafka. Donc, je vais écrire un channel que je vais appeler Movies et qui sera configuré dans ma config avec des valeurs par défaut qui vont bien. C'est un Mutiny émetteur de film. Là encore, ça prend le film, ça va le convertir en JSON pour envoyer ça dans... Non, émetteur. OK, donc lui, il est prêt. Et moi, du coup, je vais pouvoir le rajouter là, émetteur, et publier le film. Donc, je fais send and await, puisque là, je suis sur un code de style bloquant. Et du coup, je vais envoyer, attendre que ça ait été envoyé, et après renvoyer l'information. Dans la vraie vie, faites pas ça, parce que vous avez ce qui s'appelle le dual write. Vous allez utiliser le fameux hotbox pattern. Là encore, on a une intégration Quarkus qui fait ça, mais là, on est juste dans la démo, donc on fait ça vite. Du coup, si je me mets à relancer, à réécrire les films là, normalement, c'est écrit dans Kafka. Comment est-ce que je vérifie? Ben justement, je reviens sur ma console d'extension. Là, je vois Kafka. Je peux aller voir les topics. Et je les vois affichés.
et je vois exactement ce qu'il y a dedans. Donc c'est très pratique en termes de réagir rapidement, limiter la friction, pas avoir à passer d'un outil à un autre. D'accord ? Et ben ensuite, on va devoir écrire l'autre partie, c'est-à-dire la partie en streaming. Donc on a un movie repository ici qui va écouter le fameux Kafka et puis réagir dessus, il va le consommer. Et il va ce qu'on appelle enrichir le film. Et quand on regarde la méthode d'enrichir, en fait, elle appelle un service pour aller rajouter plus d'informations dans l'objet movie. Et donc, quand on regarde le service, on aurait pu faire un appel HTTP, donc ou avec un HTTP client qui appelle les trucs en post, en get, etc. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pattern ambassadeur qui définit une interface qui représente le service distant pour nous, d'accord, qu'on écrit dans l'interface. Du coup, on a les mappings qui vont bien. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut bénéficier de toute l'infrastructure de Quarkus. Et là, en l'occurrence, justement, rajouter des retry policy. Donc là, un max retry de 4. Ensuite, un délai de, mettons, 1000 millisecondes. Et puis, le timeout, avant de réessayer, on va faire un timeout de 2. C'est peut-être un peu long, 2, mais 2 secondes, tiens. Voilà. Et donc là, j'ai rajouté ma tolérance aux pannes avec deux annotations. D'accord ? Bon, est-ce que ça marche tout ça ? Il va falloir la démarrer. Quarkus Dev. Donc là, je suis dans un autre répertoire, qui est l'application de streaming, en l'occurrence. Eh bien, elle est prête. Elle doit avoir une interface sur 8085. Et il est vide. Il est vide. Bon, je ne suis pas béni des dieux. Alors, des dieux de la démo. Ah bah oui, j'ai enlevé le réseau, donc ça marche moins bien. Les accès distants. Pouf pouf, comme on disait avant. Ok. Ah, voilà. Donc là, on a un certain nombre de films. Très rapidement, parce que là, du coup, j'ai perdu un petit peu de temps à rattraper ma petite gymnastique. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter de la recommandation. Là encore, on va utiliser un LLM, puisque quelque part, c'est un appel distant à une API. Et on va utiliser là encore le pattern ambassadeur. Donc, on va pouvoir mettre de la fault tolérance, du retry, etc. Et là, on définit les prompts. Et notamment, on peut mettre des prompts qui sont dynamiques avec du templating qui nous permettent de faire des choses là. On peut le faire en full programmatique, mais là, c'est déclaratif. Et du coup, après, dans notre movie repository, on a juste à appeler le service de recommandation. Et du coup, au final, basé sur les films qu'on a là, il me propose Fight Club. Donc, un petit peu violent tout ça. Bref. Voilà, donc on en est, on a passé la démo. Hop, voilà. Je vous ai parlé très vite des intégrations avec les LLM. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Donc, si c'est des choses que vous explorez dans votre boîte ou que vous voulez explorer vous un petit peu, vous avez un framework qui est assez extensif et qui a pensé à beaucoup des problèmes et des cas d'utilisation déjà, notamment un framework d'évaluation, parce que tester un LLM, ce n'est pas comme tester un code qui est censé être déterministe. Là, c'est sûr, il n'est pas déterministe. Du coup, il y a des approches un peu plus souples à avoir. Donc, il y a un framework qui vous aide là-dessus. Il y a tout le support de RAG. Le RAG, en gros, c'est amener du contexte de votre business, de votre information, de votre utilisateur dans le prompt pour que les réponses soient extrêmement pertinentes au lieu d'être un petit peu fofolles. Et les RAG, ça peut être très simple à très compliqué avec des étapes intermédiaires où on appelle des LLM qui appellent d'autres LLM, enfin pas qui appellent d'autres LLM, mais on appelle plusieurs LLM en séquence pour gérer différentes étapes. Donc il y a un support très avancé de tout ça. Et il y a le support du modèle contexte protocol qui est un standard qui permet en gros, de décrire des outils et d'écrire des applications qui interagissent avec ces outils et avec le LLM. Donc les agentic applications, en fait, c'est des applications qui parlent au LLM et qui parlent à des outils au monde réel et qui redonnent cette information au LLM. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, on supporte la partie client et la partie serveur. Et la dernière version avec Streamable HTTP, etc. etc.
Donc là, c'est le slide où je vais boire un petit peu déjà. C'est le slide où je devrais vous présenter la roadmap de Quarkus. Mais en fait, on a trouvé ça plus intéressant quand on a travaillé sur ce talk, de vous montrer un peu comment elle est faite plutôt. Et après, je vais vous montrer la liste des points principaux, mais ce qui est important, c'est que Quarkus, quelque part, il y a un 5e principe qui est on est ouvert. Donc on est open source, tout le code est ASF. On a maintenant le trademark Quarkus n'appartient pas à Red Hat, mais appartient à une fondation qui s'appelle Common House. Et toutes nos conversations autour de ce qui se passe dans Quarkus est fait dans GitHub. D'accord ? Donc on a une gouvernance qui est ouverte, et notamment les working groups, c'est des thèmes un peu plus importants que les issues individuels sur lesquels on a envie de travailler à plusieurs et d'interagir, et donc qui coordonnent un petit peu ce travail-là. Mais là encore, tout est ouvert. Et quand on regarde au niveau communautaire, Quarkus, donc Quarkus, il y a 2 gros morceaux. Il y a Quarkus Core, qui est le cœur de Quarkus, plus les extensions historiques et assez clés. Et puis après, il y a tout un univers qui s'appelle Quarkiverse, qui sont toutes les autres extensions. Et juste sur le core, on est à plus de 1000 contributeurs. On n'est pas 1000 à coder chez Red Hat sur Quarkus, donc on est très content que ça ait été accepté, que les gens y voient de l'intérêt et qu'ils participent. Pareil pour l'écosystème, on en est. Alors là, il y a écrit 780, mais quand on regarde la liste, on est plutôt à 1000. Bon, bref, c'est entre ces valeurs-là, mais on voit un écosystème très large. Donc les chances que vos cas d'utilisation soient déjà couverts et commencent à être vraiment hauts. Et vous pouvez proposer des choses ou voir l'écrire juste pour votre entreprise. Et on a un framework d'extension justement qui vous permet d'étendre Quarkus de manière modulaire. Et donc, comment ça se passe quand on a envie de proposer quelque chose ? Eh ben, on le discute sur la mailing list, sur le chat, sur le GitHub discussion. On peut éventuellement avoir une proposition initiale du prototype. Est-ce qu'un working group sera créé ? Ça dépendra un petit peu de la taille et du besoin de coordonner beaucoup de gens. Et puis, on va itérer, raffiner classiquement. Et surtout, on va adopter les 4 principes. Developer Joy, Reactive Core, Build Time et prêt pour la prod. Ce qui fait qu'il y a des fois, on va dire, tu sais, cette fonctionnalité, elle est vraiment à l'encontre des principes. Ou alors, c'est bien, mais l'implémentation, tu vois, il n'y a pas du tout de retry, etc. Il va falloir le travailler pour l'améliorer. Et donc, c'est ça qu'on itère. Et après, on ship en gros, il y a une version toutes les semaines, mais on ship tous les mois une version publique et avec une LTS tous les 6 mois. Donc, les fonctionnalités, elles arrivent tous les mois. Donc, ça, c'est Quarkus très rapidement. Les working groups, là, c'est les sujets un peu intéressants qu'on est en train de faire. Gizmo, c'est vraiment une partie du cœur de Quarkus qui écrit le bytecode pour faire la génération des choses au build time. Chappy, c'est en gros un système agentique qui va vous permettre d'interagir avec votre application Quarkus au moment du dev, et notamment toutes les extensions vont pouvoir proposer des outils. Par exemple, une extension base de données va pouvoir offrir au LLM la capacité d'aller voir la liste de ce qu'il y a dans la base de données en dev, encore là. Et du coup, on continue d'explorer toutes ces choses-là, des choses fondamentales, des choses plus nouvelles. Si vous avez besoin du code, c'est le QR code entouré en bleu à votre gauche, et à votre droite, c'est les slides. Et puis, voilà, s'il y a un petit quiz autour de Quarkus, il y a des petites choses à gagner là à notre stand, donc si vous voulez regarder ça, n'hésitez pas. Alors, normalement, j'ai été trop vite, du coup, on a du temps pour les 2 petites minutes peut-être pour les questions. Oui, bravo Emmanuel. Merci. Prenez le flashcode, allez-y. Effectivement, on a 6 minutes. Ah, c'est 50. Non, je me suis pressé pour rien. C'est pressé dommage. pour rien. Mais c'est pas grave, ça laisse du temps pour les questions parce que moi, si Ouais. j'étais dev Java, j'aurais plein de questions. Ok. Alors, par contre, je vois pas les mains qui se lèvent, s'il y en a ou pas, non. Ok. Bon, moi, j'ai une Des question. téléphones qui se lèvent. Mais... Ouais. Oui, là-bas. Ah ouais, là-bas. Alors, est-ce qu'on a le micro? Super, il arrive. Merci pour la présentation. J'ai une question. Nous, toutes nos applications sont en Spring. Ouais. Est-ce que c'est facile de migrer des petites, des moyennes ou des grosses applications de Spring à Quarkus? Super question. C'est marrant, on en discutait hier là où j'étais. Ça va dépendre quand même beaucoup de la culture de ton équipe. Si ton équipe elle est très résistante,
en fait, il y a un problème culturel de résistance de votre équipe. Si elles ne veulent pas absolument bouger, ben, tu vas devoir battre la résistance organisationnelle classique et c'est probablement le frein le plus important. Une fois que les gens se disent, bon, écoute, tu sais, on va essayer, on va voir comment ça se passe, il y a la couche de compatibilité Spring qui couvre pas tout, mais qui vous permet d'explorer vos premières applications à peu près simples. Et nous, l'expérience qu'on a eue des gens qui ont essayé ça, en fait, au bout de 3 semaines, ils avaient dit, en fait, on n'a pas besoin des annotations Spring et ils sont passés sur le mode pur natif de Quarkus parce qu'en fait, les concepts, bon, un contrôleur S, c'est un contrôleur S, ça ne s'appelle pas pareil, mais voilà. Du coup, le mapping est quand même assez simple et on a quelques documentations qui vous aident sur le mapping. Voilà. Si tu utilises des trucs hyper avancés de, je sais pas moi, Spring Security ou Spring Data, bah là, on va peut-être pas forcément avoir le mode de compatibilité qui va bien. Donc, commence plutôt par les petites, mais après, vous allez voir que les équipes, enfin, vous n'allez pas me croire, mais donc il faut que vous essayiez. Mais essayer, c'est l'adopter, là, le mode dev. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on est vraiment content de. Enfin, ça change par rapport aux expériences qu'on a d'habitude. Donc, voilà, c'est ma réponse là-dessus. Et convaincre l'équipe en même temps d'avancer, c'est une partie importante. En fait. D'autres questions? On ne voit pas, en fait. Donc, ouais, nous, on ne voit rien. Par là-bas. Il y en a une par là-bas. Bonjour. En fait, question, Quarkus avec ou sans Hibernate? Ouais, ok. Enfin, tu vois, comme tu veux. C'est vrai que nous, alors il y a pas mal de gens à Hibernate qui ont travaillé au début de Quarkus, donc il y a Hibernate qui marche vraiment bien avec toutes les optimisations build time dont je t'ai parlé, dont je vous ai parlé. On a fait cette couche panache au-dessus pour les gens qui sont assez âgés en termes Java. Vous avez peut-être joué avec Play Framework, la version 1. Voilà, ça a repris un peu ces concepts-là. Le mode dev, d'ailleurs, c'est assez similaire. Donc ça, c'est une approche qui utilise Hibernate en dessous, mais que tu ne vois pas vraiment. Donc ça, c'est une approche différente. Et après, bah, si tu as envie d'utiliser autre chose, il n'y a pas de souci. Tu peux aller faire du JDBC classique, etc., etc. Après, Hibernate, c'est pas mal amélioré, y compris en mode où on définit les requêtes SQL nous-mêmes et qu'on ne bénéficie pas de ce qui s'appelle le persistence context, donc le côté stateful qui des fois déroute certaines équipes. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions là-bas? J'en vois une à droite. Troisième rang à droite. Je la droite. distingue vaguement, en tout cas. Alors, ouais, j'entends. Moi, c'est plus par rapport à Quarkus que je ne connaissais pas encore il y a peut-être 1 an. J'ai l'impression que c'est pas linéaire finalement le fait de ne pas le connaître et puis maintenant de réussir à que tout le monde en parle. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce, donc bon, mis à part ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, où il y a les consommes-mémoire un petit peu qui est en moins, peut-être le CPU, il y a, je ne sais pas si vous avez des éléments un peu déclencheurs. De la popularité, tu veux dire, c'est ça? Oui. Ok. En fait, je suis limite la pire personne pour essayer de te répondre à ça parce que nous, c'est difficile de voir et de jauger la popularité parce que je suis devant des gens à en parler. Tu vois, ça fait partie de mon job en tout cas. C'est pas mon job en entier, mais ça fait partie. Ce qui se passe, c'est que quand tu vois des technos comme ça, il y a toujours une phase où il y a des très early qui voient les potentiels, qui sont prêts à prendre beaucoup de risques, qui prennent. Et après, il y a un effet boule de neige, mais au ralenti. Tu vois, il y a une première boîte qui essaie, une première. Bon, vous êtes, je ne sais pas chez qui tu travailles, mais c'est possible que tu travailles dans une mutuelle. Par exemple, ici, donc, si une boîte l'utilise, les collègues parlent et ça se met à faire un effet boule de neige. Donc, c'est un peu difficile à contrôler. Puis, c'est un petit peu par communauté ou par secteur où des choses font boule de neige. Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a jamais arrêté d'innover, de se concentrer sur ces 4 principes, notamment l'expérience développeur. Le truc qui est très difficile, c'est que Spring, c'est pas si mal. Du coup, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi je changerais? Donc ça, ce qu'on voit dans les conversations, c'est que
une des barrières un peu importantes, mais une fois qu'on passe ça et au pied aussi, il y a pas mal de gens qui après prennent et voire se standardisent sur Quarkus. Donc, c'est juste que ça prend du temps. Il y a des gens qui ont des connaissances et des idées, et du coup de la résistance au changement. Il faut vraiment qu'ils voient la valeur. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que ça continue à grossir et on voit, on voit ce qu'on appelle des grands comptes vraiment maintenant adoptés. Donc on voit qu'on est passé mainstream là-dessus. Ok, merci. Alors on arrive à l'heure dite, c'est la fin. Okay. On va devoir te dire au revoir, Emmanuel. Tu es encore là, je reste là un petit peu, ouais, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à aller le voir pour les questions. Voilà, pour les questions secrètes, je serai là. Merci beaucoup. Merci à toi.